Donald Westlake, Le Couperet, chapitres 6 et 7. Quand j'ai mis la main, pour la première fois, sur cette grande pile de CV, tandis que d'autres et d'autres encore ne cessaient d'affluer, ce que j'ai ressenti, je m'en rends compte maintenant avec le recul, fut une sensation de pouvoir jubilatoire. Je les avais bien eus, ces gens-là, les concurrents. J'avais appris leurs secrets et eux ne savaient même pas que j'étais là, dans l'obscurité, dans l'ombre, dans le coin, dans le numéro de la boîte postale, à les observer. J'étais comme un avare, avec son or, penché sur les chemises pleines de CV. Dans mon bureau, à l'insu même de Marjorie, sans que personne sache le pouvoir que j'avais, sans que personne sache rien du tour de force que j'avais accompli. Mais il fallait bien que cette première euphorie retombe. Et c'est ce qui arriva. Seules demeurèrent des questions. Qu'allais-je faire de ces paperasses ? En quoi finalement ces CV pourraient-ils m'aider ? Ou alors ne serviraient-ils qu'à me décourager ? Comme lorsque je regardais telle ou telle feuille et que je voyais quelqu'un qui paraissait à peine légèrement mieux que moi pour la poste. Que je regardais tous ces gens dans l'arène, tous compétents, tous expérimentés, tous enthousiastes. Que je voyais à quel point ils étaient nombreux et combien il y avait peu de ports où ils puissent jeter l'encre. Je suis donc passé du plaisir secret d'avoir fait preuve d'une telle ingéniosité pour amasser cette mine de CV, à une dépression tout aussi secrète. J'aurais pu abandonner à ce moment-là, tout abandonner. C'était avant mon plan actuel. Bien sûr, j'aurais pu abandonner tout espoir de retrouver du travail et de garder mon emprise sur ma vie, sur cette vie. J'aurais pu céder complètement au désespoir, si seulement il y avait eu une alternative. Mais il n'y avait pas d'alternative. Il n'y en a toujours pas. À l'époque, j'avais continué juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et qui sait combien de gens dans ces CV sont dans le même état. Ils continuent sans espoir, seulement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Nous sommes comme les requins pour ça. Si nous cessons de nager, nous coulons tout simplement. Le suicide n'est pas une solution. Je ne l'envisagerai pas une seconde, même si je sais que certaines de ces personnes l'ont envisagé et que certaines passeront à l'acte. Ce monde dans lequel nous vivons est né il y a 15 ans, quand les aiguilleurs du ciel se faisaient tous virer. Et le suicide faisait un tabac dans la profession, sans doute parce qu'il se sentait plus seul que nous maintenant. Mais je ne veux pas me tuer. Je ne veux pas arrêter. Je veux continuer, même s'il n'y a aucun moyen de continuer. Tout est là. En tout cas, j'étais déprimé comme jamais et j'éprouvais une réelle difficulté à rassembler assez d'énergie pour envoyer mes propres CV. Mais c'est alors qu'un article du Pulp a attiré mon attention et remis mon cerveau en route. C'était un de ces articles du style plongé au cœur de notre fascinante industrie. Les gens qui me voilaient aussitôt le regard à l'époque où je travaillais chez Elktion, mais je lis maintenant lentement et attentivement, en soulignant même certaines phrases incisives, car j'ai besoin de me tenir au courant de ce qui se passe dans mon secteur. Ne t'autorise jamais à devenir l'homme d'hier, voilà une des règles des bases. Eh bien, l'article en question dans Pulp concernait un nouveau procédé mis en place dans l'usine de l'État de New York. Dans une ville du nom d'Arcadia, la société Arcadia Processing était une filiale qui appartenait entièrement à l'une des plus grosses compagnies de papier d'Amérique. Une de ces boîtes qui gagne des millions avec du papier hygiénique et des mouchoirs jetables. Mais comme Arcadia était une véritable réussite à elle toute seule, les propriétaires la laissaient tranquille. Pendant une bonne partie de ce siècle, Arcadia s'était spécialisé dans la production de papier à cigarettes à base de déchets de tabac, les brins et les tiges qui restent après la fabrication de cigarettes. Au début du XXe siècle, deux procédés différents furent élaborés pour faire du papier à partir de ces matériaux. C'est difficile car les fibres de tabac sont extrêmement courtes et ce papier tabac fut employé au départ pour renforcer le bout des cigares pour les rendre mordillables. Plus tard, une variante de papier blanchi et perforé fut mise au point pour servir d'enveloppe aux cigarettes ordinaires, et c'est le produit qu'Arcadia fabriquait.
Il y a quelques années, semble-t-il, la direction d'Arcadia est arrivée à la conclusion que ce n'était pas une bonne idée d'être aussi étroitement lié aux destinées de l'industrie du tabac et s'est donc mise en quête d'un secteur de diversification. Le secteur trouvé, ai-je lu, à mon grand étonnement, était justement le type de papier spécial avec polymère sur lequel j'avais travaillé ces 16 dernières années. L'auteur de l'article continue en disant que plutôt que d'entrer en compétition avec des papeteries déjà présentes dans le secteur, et fort du sentiment d'avoir un produit supérieur et des techniques de fabrication nouvelles, c'était précisément le système que nous avions installé chez Alcyon dès 91, donc 1991. Il y avait choisi l'option extraterritoriale pour leurs clients, avec l'aide de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain conclu en 1994 par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il avait trouvé des clients mexicains qui furent ravis de leurs produits et avaient les moyens de les acheter. Une fois cette clientèle mexicaine acquise, il avait déployé leur force de vente plus au sud, et il disposait maintenant de clients dans toute l'Amérique du Sud. C'était une véritable histoire de réussite. Comme il y en a si peu aujourd'hui, il y avait quelque chose de doux amer à la lire. Mais une partie de l'article happa littéralement mon attention. C'était la brève présentation accompagnée d'une interview d'un certain Upton Fallon, responsable de production. Fallon, qui était désigné par son deuxième prénom Ralph, répondait aux questions du journaliste sur le procédé de fabrication et sur ses propres antécédents. Il avait toujours été là, avait commencé presque 30 ans plus tôt sur la machine à papier tabac, apparemment à sa sortie du lycée. Upton, Ralph Fallon, avait mon boulot. J'ai lu l'article, je l'ai relu, et cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. Il avait mon boulot. Et dans une compétition équitable, ce serait moi qui l'aurais, et pas lui. Bien sûr, il n'y avait pas autant d'informations sur lui dans l'article qu'il y en aurait eu dans son CV. Il n'avait pas besoin d'un CV, ce salaud. Il avait déjà mon boulot. Mais il y avait assez de choses dites ou implicites pour que je puisse me faire une bonne image du gars, et j'étais meilleur que lui. Je le savais, c'était évident. Et pourtant, il avait mon boulot. Je ne pouvais pas m'empêcher, et je ne pouvais pas m'empêcher de fantasmer autour de ça. Et si jamais il se faisait virer pour s'être saoulé, mettons, ou à cause d'une liaison adultère avec une fille de l'atelier, et si jamais il tombait malade d'une de ces maladies qui vous rongent comme la sclérose en plaques et qu'il doit quitter son travail, et si jamais il mourait. Oui, pourquoi pas? Les gens meurent tout le temps. Accident de voiture, crise cardiaque, incendie, de poêle, à pétrole, attaque, etc. Si jamais il mourait, donc, ou s'il devenait juste trop malade pour pouvoir continuer à travailler, ne serait-il pas content de me voir, moi, qui suis tellement plus qualifié pour exactement le même poste? Je pouvais le tuer s'il n'y avait que ça. Cette idée était surtout une figure de style dans mes rêveries. Mais ensuite j'y ai repensé. Et je me suis demandé si j'étais sérieux. Je veux dire, vraiment sérieux. Je connaissais la gravité de ma situation. Je savais que les choses avaient peu de chances de s'arranger. Je savais qu'elles ne pouvaient que s'aggraver encore davantage. Je savais combien coûtaient les études de Betsy à la fac. Et que ce serait pareil pour Billy, qui en était à sa première année de lycée. Je savais quelles étaient mes dépenses, mes sorties, et je savais que mes revenus avaient cessé, et maintenant, je voyais le seul homme qui se dressait entre moi et la sécurité. Upton Ralph Fallon. Ne pouvais-je pas le tuer? Je veux dire, sérieusement, par autodéfense. En réalité, pour défendre ma famille, ma vie, mon crédit, mon avenir, ma personne, ma vie. C'est de l'autodéfense. Je ne connais pas cet homme. Il n'est rien pour moi. À dire la vérité, il a l'air d'un crétin dans cette interview. Si l'autre solution est le désespoir, la défaite, la misère écrasante, une horreur toujours plus grande pour Marjorie, Betsy, Billy et moi, pourquoi ne devrais-je pas le tuer, ce fils de pute? Comment pourrais-je ne pas le tuer avec tout ce qui est en jeu? Arcadia, New York. J'ai cherché dans l'atlas routier et c'était tellement proche. C'était comme un présage,
Arcadia n'était probablement pas à plus de 80 km d'ici, juste après la frontière de l'État de New York. À peut-être 15 km de l'autre côté, une distance faisable quotidiennement. Je n'aurais même pas besoin de déménager. Pulp et l'atlas routier ouvert sur mon bureau, silence dans la maison, les enfants en cours, un des jours où Marjorie était au cabinet du docteur Carnet, rêverie. C'est là que j'ai pensé au Lugger. Pour la première fois que je m'en suis souvenu au fond de la malle de mon père, là je me suis imaginé pour la première fois en train de braquer ce pistolet sur un être humain, d'appuyer sur la détente. Pouvais-je le faire? Pouvais-je tuer un homme? Mais d'autres le font, tous les jours, et pour bien moins. Pourquoi n'en serais-je pas capable, avec des enjeux aussi élevés? Ma vie, on ne peut pas faire plus élevé comme un jeu. Rêverie. J'irai à Arcadia, New York, le Lugger à côté de moi, dans la voiture, trouver la papeterie, trouver Fallon. Je n'ai pas sa photo, pas reproduite dans le pulp, mais ça se réglera d'une façon ou d'une autre. Pour le moment, ce n'est que du fantasme. Le trouver, le suivre, attendre l'occasion de le tuer et poser ma candidature pour son poste. Et c'est là que le fantasme s'est délité, s'est désagrégé, qu'il est tombé en 1000 morceaux à mes pieds. C'est là que je suis passé de nouveau du plaisir à la détresse, car je savais que ce qui se passerait ensuite si la réalité suivait aussi loin mon fantasme, si Upton Ralph Fallon quittait effectivement ce poste de son propre fait ou du mien. Je suis meilleur que lui, bien sûr. Si nous étions tous deux en compétition pour ce boulot, c'est moi qui l'aurais, aucun doute là-dessus. Mais la compétition n'est pas entre nous deux et ne pourra jamais l'être. La compétition, une fois Fallon hors circuit, est entre moi et cette pile de CV là-bas. Quelqu'un d'autre aurait mon boulot. J'ai passé de nouveau la pile de CV en revue, en taillant dedans, repérant ce qui me faisait peur, et cette première fois, j'étais tellement pessimiste que j'en ai sorti plus de 50. Les gens, censés avoir davantage de chance que moi pour le poste, ce qui était faux, bien sûr, exagération de leur mérite en sous-estimant les miens. C'était juste le découragement qui réfléchissait à ma place. Il n'empêche que le problème était quand même énorme et réel. À ce stade, j'avais tellement le cafard que je n'ai plus supporté de rester dans mon bureau. J'ai quitté la pièce et j'ai tué le temps en déblayant ces vieilleries qui traînaient dans le garage. Quand nous avons vendu la Civic, l'espace qu'elle occupait a aussitôt commencé à se remplir de foutoirs, et mon esprit ne cessait de revenir à Upton Ralph Fallon, gras, heureux, content de lui, peinard, occupant mon poste. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, à côté de Marjorie, à réfléchir, à me lamenter, frustré et malheureux. Et ce n'est que lorsque les premières lueurs du jour ont dessiné les fenêtres de la chambre que j'ai enfin sombré dans un sommeil entrecoupé de rêves troubles, de cauchemars sortis de l'univers de Jérôme Bosch, donc qui est un peintre. Je suis content de ne pas me souvenir de mes rêves. Leur réverbération est déjà assez pénible. Mais pour finir, j'ai sombré dans le sommeil agité, et lorsque je me suis réveillé 3 heures plus tard, la tête froide, je savais ce que j'avais à faire. Jeudi, je suis sur la route à 8h15, ayant raconté à Marjorie que j'ai un petit suivi à faire pour l'entretien à Albany, que je serai peut-être en retard ce soir. L'entretien. Bon, naturellement, je n'ai pas eu le boulot. Je n'apprendrai pas les subtilités des étiquettes pour boîtes de conserve finalement, mais me revoici donc là, roulant vers Longholm. Je n'ai pas eu ce boulot, et que je m'attendais pas à l'avoir, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose en plus. C'était le premier entretien que je passais depuis que j'ai ajouté cette deuxième corde à mon arc. Le plan, si j'arrivais à mes fins et à mettre en œuvre toute cette complexe construction sans perdre ma détermination. Et je crois qu'à cause de cela, d'une certaine façon, j'ai vu l'entretien de mardi différemment de ceux qui avaient précédé. Je l'ai vu avec plus de détachement. En fait, c'est ça. Je l'ai vu de l'extérieur. Et ce que j'ai vu
n'a fait qu'accroître mon désespoir. J'ai vu que ce Burke Devore-ci, l'homme que je suis devenu en un demi-siècle d'existence, n'est pas sympathique. Je ne veux pas dire que je suis désagréable, je ne veux pas dire que je suis un espèce de misanthrope qui montre les dents. Je veux simplement dire que je ne suis pas suffisamment sympathique. Au temps de ma jeunesse, à l'école, et ensuite à l'armée, j'arrivais toujours à rassembler assez d'enthousiasme pour faire partie de la bande, faire partie du groupe, mais cela ne m'a jamais été vraiment naturel. Pendant les 4 années que j'ai passées comme représentant à faire la route pour Green Valley, en vendant leurs papiers industriels, j'avais effectivement appris à être vendeur, à faire de grands sourires et à être de bonne humeur, serrer la main, assener des tapes dans le dos, donner l'impression aux gens que j'étais content de les voir. Mais ça m'était toujours difficile. Difficile par nature, je ne suis pas le gars jovial et pote comme cochon avec tout le monde. Je ne l'ai jamais été. Avec application dans cette période où j'étais représentant, je rassemblais de nouvelles histoires drôles et je mémorisais pour les raconter à mes différents contacts. Avec sérieux, je prenais une vodka ou 2 au déjeuner pour être plus détendu lors de mes visites de l'après-midi. Je buvais beaucoup trop à cette époque, et si j'avais continué à être représentant, je serais sans doute mort d'une crise, d'une cirrhose, du foie à l'heure qu'il est. C'est cela qui rendait mon ancienne fonction parfaite pour moi, une ligne de produits, et moi, comme chef, il était attendu de moi que je sois aimable, mais un peu distant, cordial, mais en gardant toujours le contrôle, et cela me convenait on ne peut mieux. Ce que je suis censé faire maintenant, ai-je compris, je dis, c'est redevenir représentant. Le CV ne sert qu'à me faire franchir la porte, si tant qu'il y parvienne. Toute mon expérience professionnelle, ma vie entière, jusqu'à maintenant, ne sont que l'outil de vente, et qui me fait passer par la porte. Et l'entretien est mon boniment. Et ce que je suis venu vendre, c'est moi. Je ne suis pas assez bon pour ça. Les talents de vendeur que j'avais pu acquérir jadis, au prix d'efforts laborieux, sont morts, atrophiés. Maintenant, un habit qui tombe mal, remisé depuis longtemps. Vais-je recommencer à apprendre des histoires stupides, à les raconter lors de mes entretiens, à plaisanter avec les secrétaires, à complimenter chaleureusement les gens sur leur montre, leur bureau, leurs chaussures? Je ne sais tout simplement pas comment retrouver cette personne-là. Ces CV, dans le classeur à dossier de mon bureau, beaucoup de ces gens-là sont des vendeurs. Vous pouvez en être sûr. Je referai cela le moment venu pour mon entretien à Arcadia Processing, après le regrettable décès d'Upton Ralph Fallon. Je racontais des histoires drôles au type, vous savez que je le ferai. J'admirais sa cravate. J'adressais son compliment à sa secrétaire et je fondrais devant les photos de sa famille sur le bureau. Je vendrai, nom de Dieu. Mais pas tout de suite. Ça, c'est pour plus tard. Et là, on est maintenant. Et maintenant, c'est sur la route de Longholm. Je connais cette route mieux que lundi et il y a peu de circulation. Il est donc tôt. Seulement 10 heures moins le quart. Lorsque j'arrête le Voyager au même endroit devant la maison à vendre au stuc couleur de courge, et la première chose que je vois est que le chapeau de la boîte aux lettres d'EGR est levé, ce qui signifie qu'il y a mis des lettres pour le facteur, ce qui signifie que le préposé n'est toujours pas venu. Je n'ai pas pris la peine de passer devant la maison avant de venir me poster ici. Et de cet angle, je ne peux pas voir si la porte du garage est ouverte ou fermée. En revanche, je vois le drapeau de la boîte aux lettres levé. Et je sais que ça signifie que le facteur n'est pas encore passé. Il y a donc une chance, un espoir qu'aujourd'hui, EGR sorte lui-même chercher le courrier. Le lugger est sur le siège à côté de moi, sous l'impair plié. Il attend que nous attendons. Nous attendons tous les deux. Pendant 20 minutes, il ne se produit rien. Il y a très peu de circulation dans le Berkshire Way, essentiellement des camions de livraison et des pick-up. Je les vois devant moi,
ou dans mon rétroviseur. Ils passent, et puis ils ne sont plus là. Et alors, tout à coup, un véhicule freine, et s'arrête juste derrière moi, brusquement, immense dans mon rétro, gris, familier. Je le regarde avec frayeur, avec cette certitude immédiate et horrible que je suis pris. C'est le désastre, que le désastre a frappé, je suis découvert, condamné. Marjorie et les enfants me regardent, bouleversés. Nous ne te connaissons pas. Et une femme portant un blouson gris à la fermeture éclair, ouverte, saute de ce véhicule et court vers moi. C'est la femme qui m'a regardé de travers lundi, Mrs. Ricks. Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Elle lit dans les esprits ou quoi? C'est une journée fraîche, nuageuse et les vitres de la Voyager sont remontées. La femme s'approche de moi, en courant, elle hurle et gesticule, extrêmement en colère. Mais à quel propos? Je l'entends pousser des cris, mais je ne distingue pas les mots. Je la regarde par la vitre, j'ai peur d'elle. J'ai peur de la situation tout entière et j'ai peur d'ouvrir la fenêtre. Elle me menace du poing, elle hurle de rage. Soudain, elle détale, contourne à toute vitesse la fourgonnette par l'avant et ouvre brutalement la portière passager. Il plonge la tête, le visage, couvert de plaques rouges, les joues striées de larmes, et elle hurle. « Laissez-moi tranquille !» Je la regarde bouche bée. « Quoi ?» Elle n'a que 18 ans. Comment pouvez-vous hein? Mais vous n'avez pas honte? Je ne suis pas... Elle s'est trompée. Elle me prend pour quelqu'un d'autre. C'est juste une erreur. Mais je suis trop perturbé pour la corriger. Je ne suis pas... Vous, ce n'est pas... Alors que c'est ce que je fais là, si je ne traque pas sa fille. Écoutez-moi, hurle-t-elle. En couvrant mes paroles, vous ne croyez pas que je pourrais en parler à votre femme? Quoi qu'en dise Junie, vous n'avez donc aucune dignité. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais vous ne pouvez pas la laisser tranquille. Je suis pas l'homme que vous. Vous allez tuer son père. Oh mon Dieu. Tirez-moi de là, laissez-moi partir. Mon silence est une erreur. Elle va discuter avec moi maintenant. Elle va essayer de convaincre ce porc quinquagénaire et marié de laisser sa fille de 18 ans tranquille. Il y a des médecins, dit-elle, s'efforçant d'être calme, compréhensive. Vous pourriez en parler à... Et maintenant, elle va s'asseoir à côté de moi, dans la fourgonnette, et elle s'écarte, elle écarte l'impair pour se faire de la place sur le siège. Et nous regardons tous deux le pistolet. Maintenant, nous sommes plongés dans l'horreur véritable. Elle me regarde fixement, et dans ses yeux, je lis tout le scénario à 4 sous. L'amant plus âgé, rendu fou par la concupiscence, est venu massacrer sauvagement les parents de sa nymphette. Je lève une main. Mais que puis-je dire? Elle hurle. Le son rebondit à l'intérieur de la voiture avec une force qui semble la repousser en arrière et éjecter du véhicule. Elle s'éloigne, tourne et part en courant le long de la route vers sa maison en hurlant. Non, 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 elle m'a vu. Elle connaît mon visage. Elle a vu le lugger. Rien de tout ça n'est vrai. Rien de tout ça ne peut arriver. Tout est fichu si cela arrive. J'attrape le lugger et je saute de la Voyager. Au moins, contrairement à elle, je pense à claquer la portière derrière moi. Et je lui cours après. Je suis sédentaire. J'ai été 16 ans cadre de direction, assis à mon bureau ou à parcourir la chaîne aller-retour au boulot en voiture. Ensuite, plus sédentaire, depuis que je me suis fait virer, je suis en assez bonne santé, mais je ne suis pas un sportif. Et courir m'épuise immédiatement, bien avant d'arriver à cette maison d'aluminium jaune. Je suis complètement essoufflé. Mais elle aussi. Elle non plus n'est pas en forme. En plus, elle essaye de courir et de hurler en même temps et d'agiter les bras. Elle avait une bonne avance sur moi, mais je la rattrape. Je la rattrape et je ne suis pas très loin derrière elle. Quand nous obliquons pour traverser en diagonale sa vilaine pelouse vers la porte d'entrée de sa maison, elle hurle « Aidez! Aidez !» Et avant qu'elle atteigne la maison, je la rattrape et je tiens le lugger braqué sur sa nuque. Le canon monte et descend tandis que nous courons tous deux. Je tire et elle tombe.
Bling sur la pelouse, comme un paquet, comme un gros sac, et l'élan envoie son blouson recouvrir une partie de sa tête et le trou fait par la balle. Épuisé, à bout de force, je tombe sur un genou à côté d'elle et relève les yeux pour voir la porte d'entrée qui s'ouvre, le visage étonné de ce qui doit être son mari, ED. EGR, mon EGR. Son visage étonné s'encadre dans la porte, regarde. Je lève le pistolet et tire, et la balle s'enfonce avec un sifflement étouffé dans l'aluminium à côté d'une chambranle, qui est l'encadrement d'une porte. Il claque la porte, faisant déjà demi-tour, s'enfuit en courant à l'intérieur de la maison. Chancelant au bord de l'évanouissement, je me force à me lever, je me rue sur la porte, j'actionne brutalement la poignée, mais c'est fermé à clé. Il doit être dedans, en cet instant, même en train d'appeler la police. Oh mon Dieu, c'est terrible, quel merdier, quel désastre. Comment ai-je bien pu me croire capable de faire ce genre de choses? Cette pauvre femme, elle n'était pas censée. Je ne peux pas laisser cela se produire. Il ne peut pas téléphoner. Non, je ne le permettrai pas. Il faut que je m'occupe de lui. Il faut que je m'occupe de lui, point final. La porte du garage est grande ouverte. Passer par là, traverser la maison, le trouver. Je titube comme un homme ivre, tandis qu'en courant, je longe la façade de la maison et franchis le seuil de la large porte béante. Là, sur ma droite, se trouve la porte qui communique avec la maison. Fermée. Elle ne sera pas fermée à clé. Elle ne sera pas fermée à clé, celle-là. Je me précipite avec le lugger qui se balance au bout de mon bras droit. Et juste au moment où j'arrive à la porte, elle s'ouvre et il sort en courant. Que faisait-il? Qu'avait-il en tête? Allait-il essayer de s'enfuir en voiture? Était-il tellement secoué qu'il n'a pas pensé une seconde à téléphoner? Nous nous dévisageons et je lui expédie une balle en pleine tête. Beaucoup plus brouillon que ce coup-ci, du sang partout, le visage bousillé, le corps qui part en pelote sur la pelouse du garage, un bras projeté en arrière qui pend à travers du seuil, par la porte ouverte. Personne d'autre à la maison? Les filles toutes à l'université? Ou avec leurs amants inacceptables? Comme je les déteste. D'avoir causé cette confusion, d'avoir poussé cette femme à me prendre pour quelqu'un d'autre, à m'attaquer, à me sermonner, à découvrir le pistolet, où est la sobriété cette fois-ci, et l'efficacité, l'impersonnalité. Je tremble de tout mon corps, je transpire et j'ai froid. J'arrive tout juste à agripper le lugger quand je range maintenant dans la poche intérieure de mon coupe-vent, puis je file en le maintenant en place de mon avant-bras gauche. Je ne sais pas s'il y a de la circulation et je ne sais pas s'il y a 1000 personnes qui me regardent ou aucune. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a la pelouse avec ce terrible sac mort dessus, puis le champ vide, puis la Plymouth Voyager. Je démarre en serrant fort le volant car j'ai les mains qui tremblent. Tout mon corps tremble. Je me force à rouler pendant 10 minutes en m'éloignant de ce quartier, en respectant la limitation de vitesse et toutes les règles de la circulation. Alors enfin, je m'autorise à bifurquer dans un petit chemin de terre et là, à l'abri des regards, je laisse les tremblements s'emparer de moi. Les tremblements et la peur. La vue du visage de cette femme, le souvenir d'elle en train de courir, de ma main qui lève le pistolet, et puis elle tombe, son mari les yeux exorbités, rendu stupide par la terreur et le chagrin. C'est horrible, horrible, mais qu'aurais-je pu faire? À partir du moment où elle a écarté cet imperméable, qu'aurais-je pu faire d'autre? Qu'ai-je amorcé là? Sur quelle route me suis-je engagé? Donc j'arrête la lecture ici.